Mais ces raisonnements étaient vains, puisque les organisateurs des combats établissaient les pairs à leur convenance, même s'il arrivait que des vœux particuliers soient émis par l'un ou l'autre chef de la phalange qui désirait voir tel combattant déjà connu de lui contre tel autre. Ainsi, on aimait opposer deux champions aguerris en un combat terrible et définitif. Ou bien au contraire, deux novices terrorisés pour avoir le plaisir d'assister à ces véritables exécutions qui étaient les 2 contre 1 et les 3 contre 1. Une semaine après sa sortie de l'infirmerie, Milos reçut son glaive des mains de Myricus. L'entraîneur le lui présenta en le tenant cérémonieusement devant lui, comme un prêtre son ciboire. Tiens, cette arme est ta seule amie à présent. Ne compte sur rien ni personne d'autre, même pas sur moi, pour t'en sortir vivant. Ne t'en sépare jamais, respecte-la. Milos fut impressionné par le poids du glaive et par sa beauté. La poignée épousait la paume de sa main, comme si elle avait été conçue pour elle. La lame à double tranchant ne portait aucune trace de combat. Elle semblait neuve et lançait des reflets dorés au moindre mouvement. Un serpent enroulé décorait la garde. Merci, dit-il simplement, et il glissa l'arme dans son fourreau. Lors des entraînements, Myricus insistait sur l'harmonie qui doit exister entre le combattant et son glaive. Il doit être une partie de vous-même. Il doit être parcouru de vos nerfs, irrigué de votre sang. Il doit obéir à votre pensée aussi vite que votre bras, votre main, jusqu'à les précéder peut-être. Il est le prolongement de votre désir. Vous comprenez ? Quel que soit l'exercice, combattre, courir, esquiver, on conservait son glaive à la main. Milos, qui était gaucher, finit par apprécier dans sa paume la présence chaude et rassurante de son arme. Cependant, une question demeurait. Le prolongement de votre désir, affirmait Myricus. Le désir de tuer, voulait-il dire, sans doute. Or, Milos ne ressentait rien de ce genre. Le souvenir épouvantable du craquement des os de Pastor et de son lent abandon dans ses bras, ce souvenir le hantait sans cesse. Envie de tuer ? Oh non. Il se sentait au contraire rempli du désir de vivre, à en pleurer des larmes brûlantes, chaque nuit, à en suffoquer. Son expérience de lutteur lui fut d'une grande utilité. Il constatait, jour après jour, dans les simulacres de combat, combien ses réflexes et son coup d'œil étaient supérieurs à ceux de ses compagnons. Il savait lire la faille dans la position de leur corps, dans leurs appuis. Il se sentait capable de bondir au moment le plus opportun pour les terrasser. Peu à peu, sa blessure guérissant, il eut la conviction qu'il pourrait vaincre presque tous ceux qu'on lui opposerait. Il ne lui manquait que l'essentiel, accepter l'idée barbare de se jeter sur un homme inconnu pour l'abattre. Mais un événement allait lui apporter un enseignement précieux à ce sujet. L'hiver approchait et Milos se trouvait depuis 2 mois dans le camp lorsque Myricus le désigna pour être la victime dans l'épreuve du 3 contre 1. Il eut fallu laisser son glaive sur le banc et descendre le premier dans l'arène. Il emprunta l'allée, depuis laquelle il avait assisté au combat de Basile quelques semaines plus tôt. On referma derrière lui le portillon de bois et il se retrouva seul sur le sable. Son premier adversaire apparut au portillon opposé, armé de son glaive. C'était Flavius et ses yeux sombres d'assassin. « Il est interdit de blesser gravement », se répéta Milos pour calmer les battements de son cœur. Flavius s'approcha à petits pas, puis accéléra, brandissant son arme. Milos se mit à trottiner afin de garder ses distances. Ils parcoururent ainsi 3 ou 4 fois l'enceinte de l'arène. À plusieurs reprises, Flavius se précipita, obligeant Milos à se jeter au sol, mais cela ressemblait davantage à une danse qu'à un réel assaut. Flavius avait manifestement reçu la consigne de faire courir son adversaire, de le fatiguer sans l'atteindre. Lorsque la barricade s'ouvrit à nouveau, Milos était essoufflé, mais il lui restait assez de force pour échapper encore longtemps à son deuxième adversaire. Il ressentit cependant un choc en découvrant que le renfort était Caius. À peine sur le sable, celui-ci, la poitrine encore pansée de sa récente blessure, fonça sur Milos en une diagonale parfaite. L'épreuve changea alors brusquement de nature. Myricus avait toujours recommandé de ne pas gaspiller son énergie en cris et grognements inutiles. « Laissez ça à vos adversaires, disait-il. Soyez silencieux, concentrés et implacables. » Mais Caius ne pouvait s'empêcher d'émettre des râles sourds. La bouche tordue par la rage, il porta 2 coups, les mêmes à chaque fois, vers le bas du corps, et Milos comprit la perversité de ce qu'il cherchait. Atteindre la jambe déjà blessée. Il se jeta en arrière pour éviter la lame, roula au sol et, se relevant dans le même mouvement, il brandit ses 10 doigts écartés comme des griffes. Puis,
par défi. Il vissa ses yeux dans ceux de Caius et cracha entre ses dents à la manière des chats. Ksh, ksh. L'autre poussa un hurlement de colère et se lança à la poursuite de Milos qui détalait à toutes jambes. Dans la galerie, tout le monde s'était levé, sauf Myricus, impassible et déterminé à laisser l'épreuve aller à son terme. Dans son élan, Milos percuta la palissade et vit Caius se jeter sur lui. Il n'eut pas le temps d'esquiver suffisamment le coup. Le sang rougit son avant-bras. Il attendit le « Laissez-le » de Myricus, mais ce dernier se tut. La terreur l'envahit. Il eut envie d'appeler au secours, mais cela n'aurait servi à rien. Il bondit sur le côté, évitant un second coup, et s'enfuit dans une course effrénée. Si seulement j'avais mon glaive, pensa-t-il à cet instant, je le frapperais à mort. Oui, à mort, puisqu'il veut me tuer, lui. Il atteignait l'autre bout de l'arène, à peine gêné par Flavius, réduit au rôle de spectateur. Le portillon s'ouvrit alors pour la 3e fois et Basile surgit, l'air farouche. Il fut plus rapide que Caius et, en quelques enjambées, il avait rejoint Milos, acculé à la palissade. Le coup partit, rapide et précis, et la hanche de Milos se couvrit de sang. « Laissez-le » résonna enfin la voix basse de Myricus. « Excuse » bredouilla Basile, agenouillé près de son camarade. « J'avais pas le choix. Il t'aurait achevé, ce porc. Il te prenait pour un chat, ça se voyait. »« Merci » souffla Milos. « Je crois que tu m'as sauvé la vie. »« Pas de quoi, c'est normal. Qu'est-ce que tu veux ? J'ai toujours adoré les bêtes, moi. » Fulgure ne se donna même pas la peine de dissimuler son ravissement en découvrant la blessure de Milos. « Oh, la belle boutonnière ! Qui te l'a faite, Ferenzi ? C'est Rusticus, le bourrin ? Alors estime-toi heureux. D'habitude, il y va plus fort. On voit que vous êtes copains tous les deux. Allez, viens, je vais te faire une petite reprise. » Il lui administra sans ménagement une piqûre dont il n'attendit même pas l'effet pour commencer son raccommodage. Milos tourna la tête de l'autre côté et serra les dents sous la brûlure de l'aiguille. Puis il sentit peu à peu la douleur devenir plus sourde. Enfin, il n'éprouva plus que les tiraillements désagréables du fil qui coulissait dans les lèvres de la plaie. « Il t'a déjà parlé de ses frères, le bourrin ? Pardon ? Rusticus ? Il ne t'a jamais raconté ? Raconté quoi ? » Milos se rappela les conversations qu'il avait eues avec Basile à l'internat. Celui-ci s'était effectivement présenté comme un bourrin, mais sans expliquer au juste ce que cela signifiait. « Non, répondit-il, soucieux de ne plus jouer les carpes devant Fulgure. « Il ne m'a rien raconté ? Dommage. Tu aurais trouvé ça très drôle, surtout la fin, parce que ça s'est mal terminé pour eux, très mal. J'aurais pu être un bourrin, moi aussi, tu sais. J'avais toutes les qualités, je suis costaud et je n'ai pas inventé l'eau chaude. Le problème, c'est que je préfère être du côté des plus forts. Le voilà le problème. » Fulgure achevait la couture. En entendant le petit claquement du fil qu'on casse, Milos comprit que cette brute venait de sectionner le fil restant avec ses dents, comme on fait quand on vient de coudre un bouton. Il préféra ne pas regarder. Fulgure acheva les soins en aspergeant la hanche de teinture d'iode. « Voilà, tu peux rejoindre ta chambre. T'as l'habitude maintenant. Bientôt, il n'y aura plus de place pour te coudre. Toi. Et n'oublie pas, à la prochaine occasion, si tu as envie de rire un peu, demande à ton ami Rusticus de te raconter tout ça. Demande-lui comment va Faber, par exemple. Tu verras, c'est pas triste. » La prochaine occasion ne suit pas à attendre. C'était la fin de l'après-midi et Milos somnolait dans la chambre de l'infirmerie quand la porte s'entr'ouvrit. La grosse tête de Basile apparut. « Tu dors ? Non, entre !» Basile vint s'asseoir au bord du lit et souleva le drap. « La vache, je t'ai pas raté !»« Ça va, c'est pas grave, » le rassura Milos. « Excuse, mais je savais pas où frapper. C'est pas commode de trouver le bon endroit. Je veux dire pas trop dangereux et qui s'y anime bien. J'ai pensé à la fesse. Mais tu tournais pas le dos. Et puis après, c'est pas pratique pour s'asseoir. T'en fais pas. Tu as très bien visé. Caius est fou de rage contre moi. Il m'a dit que si je me retrouverais face à lui, il me trouerait la peau. Mais il me fait pas peur. C'est pas parce qu'il a gagné 2 fois. Tiens, regarde, un jet. » Le grand oiseau bigarré s'était posé sans bruit sur le rebord de la fenêtre. Il passait tout juste entre les barreaux. On aurait dit qu'il voulait entrer. « On se connaît déjà, » sourit Milos. « C'est un visiteur de malade. » Les 2 garçons se turent et l'observèrent. Leur pensée était la même. Tu es libre, toi, oiseau. Tu peux aller et venir, tu peux t'envoler par-dessus le grillage et te percher à ta guise sur les arbres de la forêt. Est-ce que tu connais seulement ta chance ? Comme s'il avait deviné, le jet se retourna lourdement, prit son envol et disparut.
C'est qui, Faber demanda Milos dans le silence qui suivit. La bouche de Basile s'ouvrit tout rond. Tu connais Faber, toi? Non, c'est Fulgur qui vient de me dire son nom. Qui est-ce? Basile baissa la tête. Son front se plissa. Faber était le chef des hommes cheval, murmura-t-il enfin. Notre chef, quoi. Et il lui arrivait malheur? Oui. Ils l'ont tué? Pire que ça. Milos n'osait plus rien dire. Basile renifla bruyamment, puis il s'essuya le nez et les yeux d'un revers de manche rageur. Ils ont fait pire que le tuer Ferenzi. Ils se sont moqués de lui. Je te raconterai. Mais une autre fois. J'ai pas envie, là.